Cela fait près de 150 ans que des générations de rugbyman luttent tous les week-ends sur les terrains, dans les regroupements, dans les mêlées, sur les plaquages et même parfois en dehors de toute règle. 150 ans que le football et le rugby, sports partageant les mêmes origines, se sont éloignés. Mais pourquoi le rugby s'est-il séparé du football ? La réponse est claire, l'abandon par celui-ci du combat pour la balle. Eh oui, le combat. Mais d'où vient-il ? Depuis quand lutte-t-on violemment pour la possession d'une balle de cuir ? Certains diront que le rugby vient de la soule, ou du calcio du Moyen-Âge. D'autres iront chercher ses origines dans l'art pastum des Romains. Alors que la Coupe du Monde se déroule actuellement au Japon entre deux typhons, je vais revenir sur les origines de ce sport et par extension refaire l'histoire des sports de balle de l'Antiquité à nos jours. Bonjour à tous, je suis Ben et bienvenue dans Histoire à la carte. On se retrouve tout de suite après... Générique. Et pour m'accompagner dans cette vidéo, j'ai fait appel à Héronote qui a le rugby dans le sang puisque toulousain. Bonjour à tous. Tout comme moi, il fait partie du label Hérodote. Allez voir le lien dans la description. J'ai toujours rêvé d'avoir une petite voix dans mes vidéos. Pour commencer, replongeons-nous en Grèce antique où il existait de nombreux sports de balle. Nous pouvons citer l'épicire, la phéninde, l'aporaxis ou l'ouranie. Homère parle de l'ouranie dans le chant 8 de l'Odyssée, quand Ulysse est accueilli à Corfou par le roi phéacien Alkynos. Les fils du roi lui firent alors la démonstration de ce jeu. Le grammairien Julius Pollux, qui fut précepteur de l'empereur Commode, décrit l'épicire dans l'Onomasticon. Il nous dit que c'est un sport qui se joue en équipe, sur un terrain coupé en deux par une ligne tracée à la craie, cire. Chaque camp est divisé par une autre ligne. Le but est d'envoyer la balle au-dessus de ses adversaires pour les faire reculer. On gagne si on a repoussé tous ses adversaires derrière la ligne de fond. Tous ces jeux étaient très violents. Pour la phéninde, les règles ne nous sont pas parvenues. Suétone nous dit que l'on trompe l'adversaire en faisant semblant d'envoyer la balle. Athénée nous indique dans le banquet des sophistes que la phéninde était faite de passes et d'évitements et que c'était un sport violent et fatigant pour la nuque. On pouvait donc bousculer l'adversaire, lui arracher le ballon et l'on faisait des passes à la main ou au pied. La lutte pour la balle était violente. Pour échapper plus facilement à l'adversaire, les joueurs pouvaient s'enduire le corps d'huile. Claude Gallien, médecin personnel de Marc Aurèle, nous parle des bienfaits de la phéninde et des sports de balle en général. La supériorité du jeu de balle sur tous les autres sports n'a jamais été suffisamment mise en lumière par les auteurs qui m'ont précédé. Il nous dit ensuite que le sport de balle n'exclut personne en fonction de son physique et qu'il est un sport complet qui faisait travailler tous les muscles. Les sports de balle vont se propager grâce aux colonies grecques que l'on retrouve dans tout le bassin méditerranéen. Les Romains vont bien sûr les faire évoluer. De nombreux auteurs y font référence. Plaute, Ovide, Suétone, mais c'est Martial qui nous précise dans Épigramme que les Romains jouaient à 4 sports de balle. La pila paganica, la pila trigonalis, la folis et le plus populaire de tous, l'art pastum. L'art pastum, comme la phéninde, se joue sur un terrain coupé en deux par une ligne médiane et dans chaque camp se trouve une ligne de base. Le but est d'apporter ou de lancer la balle derrière la ligne médiane adverse. Pour cela, les joueurs peuvent passer la balle ou faire des feintes de passe. La balle a le droit de rebondir une fois. Au deuxième rebond, elle devient balle morte. Les adversaires, eux, défendent leur ligne. Pour cela, ils peuvent accrocher, bloquer ou étrangler. Tous les gabarits peuvent jouer à l'art pastum. Les plus rapides attaquent ou essayent d'intercepter le ballon au centre du terrain. Les moins agiles plaquent et luttent avec le porteur de ballon. Et les plus lents défendent leur ligne. Il existe un joueur par camp qui occupe plusieurs postes, le médicurens. Il est donc très tentant de faire de l'art pastum l'ancêtre direct du rugby. D'autant plus que les légions romaines ont dû l'emporter avec eux lors de la conquête de la Bretagne. Oui, Héronote ? Je crois que tu es en train de faire un raccourci de 1500 ans. Oui, c'est vrai. Mais c'était pour passer plus rapidement à la création du rugby, tu comprends et... 1500 ans. Ok. Tu peux nous éclairer sur ce qui s'est passé au Moyen-Âge, s'il te plaît ? Alors sache que durant le Moyen-Âge, le jeu de balle atteint son apogée et se répand même dans toute l'Europe. Apparaît alors de nombreuses variations régionales et c'est durant cette époque que les règles connaissent leurs formes les plus absurdes. On peut supposer que l'art pastum ne va pas disparaître avec la chute de l'Empire romain et que des variations vont se développer sur ces anciens territoires, donnant naissance à une multitude de sports de balle.
Ces sports servent souvent d'exutoire aux populations et sont souvent pratiqués au carnaval. Son héritier le plus direct est le calcio florentin. Pour ceux qui pensent que ça s'appelle calcio parce que c'est l'ancêtre du football, je vous mets les images pendant mon explication. Au départ, le calcio se jouait dans les rues de Florence. Mais pour éviter les dégâts qu'ils occasionnaient, en 1580, on le codifia et l'installa sur un terrain délimité. 2 équipes de 27 joueurs s'affrontent durant 50 minutes. Tous les coups sont permis, mais il ne faut pas attaquer son adversaire par derrière, ni l'attaquer à deux. La partie se terminait souvent par une bagarre générale. Il faut bien faire la fête. C'était un sport très pratiqué par la jeunesse florentine et notamment par la famille de Médicis. Ainsi, malgré la violence de ce sport, les futurs ducs et les futurs papes jouèrent au calcio. En parlant de violence, je vous présente la soule. Elle fait partie des sports les plus populaires en France au Moyen-Âge. On peut l'appeler chol en picard ou choule en normand. Ce jeu peut se dérouler entre 2 ou plusieurs villages et peut durer de nombreux jours. Certaines parties, organisées au sein de la même localité divisées en 2 camps, opposent d'un côté les hommes mariés et de l'autre les célibataires. L'objectif étant de rapporter à son but la balle. Une autre variante très populaire est la soule à la crosse, à travers laquelle on utilisait des bâtons pour tirer dans le ballon. Et là ça va te faire plaisir, ce bâton est l'arme idéale pour frapper son adversaire. Et sache que les joueurs se préparant pour une partie se disaient prêts à se bastonner à la soule. On comprend bien à travers cette expression la violence du jeu. Violent, je crois qu'il y a pire, non? Tout à fait, et pour cela il faut aller en Angleterre. La soule va sûrement suivre les Normands lors de la conquête de Guillaume le Conquérant en 1066. Ici nous l'appellerons mob football, football de masse ou bagam en Écosse. C'est en Angleterre que le jeu de balle va connaître son plus grand succès, devenant carrément une tradition dans de nombreuses régions au XIVe siècle. Au football de masse, on pouvait utiliser n'importe quelle partie du corps. Il y avait 2 équipes, ou plutôt 2 villages, composés d'un nombre illimité de joueurs qui devaient emmener à tout prix un ballon de cuir dans le village adverse. Alors attention, il y a quand même une limite à la violence. Il est par exemple formellement interdit de tuer son adversaire. Rien que ça. Naturellement, de nombreuses parties deviennent hors de contrôle et se transforment en de véritables bastons générales. Ah ouais, ils sont pas mal les Anglais. Et c'est pas fini. Est-ce que tu connais le knapan et le hurling? Bah ouais, puisque c'est ma vidéo, hein, et puis que j'ai lu le script. Mais on s'éloigne un peu du rugby là, non? Allez, s'il te plaît, juste pour le plaisir. Bon ok, on va dire que c'est bonus. Attends. Ah le voilà. Côte enfoncée, bras rompus, dents brisées, yeux crevés. C'est le knapan gallois et le hurling irlandais qui se démarquent au Moyen-Âge comme étant les formes les plus violentes du jeu de balle. Les parties pouvant atteindre plus de 2000 joueurs, la violence est telle que de nombreux participants préfèrent jouer nus et n'hésitent pas à se raser la tête. Ainsi, prêts pour le jeu, les joueurs s'apprêtent à briser les membres de l'équipe adverse. Mais bon, que peuvent-ils faire face aux joueurs plus fortunés, se permettant de jouer à dos de cheval afin de renverser les joueurs adverses? Ah ouais, bien sympathique, hein. Et si tu revenais un petit peu au football là? Bien sûr. Donc voyant les villes se transformer en de géants terrains de jeu, perturbant gravement les activités de commerce, de nombreux aristocrates ont tenté d'interdire ces jeux de balle. On note même à l'occasion l'emploi d'excommunication pour certains joueurs. Mais les jeux sont trop entrés dans les mœurs des populations et les ordonnances royales tombent souvent à l'eau. En France, plusieurs lois vont interdire les jeux de balle. Les plus importantes sont celles de 1331 sous Philippe V et celle de Charles V en 1369. En Angleterre, entre 1314 et 1667, le football sera officiellement interdit par plus de 30 lois royales et locales. La plupart de ces lois tombèrent pendant la guerre de 100 ans, car on voulait des soldats sachant manier l'arc ou l'arbalète et non le ballon. D'ailleurs, les chevaliers français pourront témoigner de l'efficacité des archers anglais lors de la bataille d'Azincourt. Alors, que peut-on dire de ces ancêtres surprenants ? J'aime à penser que contrairement aux jeux de l'époque beaucoup plus chers et demandant un équipement spécifique comme la joute ou le tir à l'arc, ces jeux de balle permettaient à toutes les couches sociales de participer, d'où sa popularité à travers l'Europe au Moyen-Âge. Les règles très basiques de ces jeux de balle ont permis leur survie à travers de nombreux siècles. Et quoi de mieux, à une époque submergée de règles établies par l'église et l'aristocratie dominante, que de profiter lors des jours de fête à se défouler avec passion sur le village voisin. Allez, je termine avec ce petit poème écossais du XVIe siècle, muscles meurtris et os cassés, querelles discordantes et coups futiles, blessés dans la vieillesse puis estropiés avec tous, ce sont les beautés du football. Quel beau poème, hein? En France, à la Renaissance, la soule est toujours à la mode. Elle est même prisée de plus en plus par la noblesse. Le roi de France, Henri II, jouait régulièrement à la soule avec le poète Pierre Ronsard. Pendant ce temps, en Angleterre, le football reste toujours interdit. Le roi Henri VIII confirme son illégalité et officiellement, le football restera interdit jusqu'en 1845. Mais avec le temps, on fait preuve de tolérance et dans les campagnes, sa pratique perdure. Et puisque c'est toléré à la campagne et que les grandes écoles se trouvent à la campagne, la pratique du sport s'y développe.
En 1519, le directeur du collège d'Eton écrit « Nous jouons avec une balle pleine de vent ». À Cambridge, on interdit aux étudiants la pratique de n'importe quel jeu dans un rayon de 5 miles autour de l'université. Qu'à cela ne tienne, les étudiants marcheront pour aller taper le ballon et les camarades. Mais suite à de nombreux incidents provoqués à l'extérieur par ses élèves, Cambridge va se mettre à tolérer le football à l'intérieur de ses murs. En 1581, Richard Mulcaster, directeur d'école, publie Position. Il y parle des valeurs éducatives du sport et dit que le football est déformé par trop de violence avec éclatement de tibia, de jambes cassées, etc. Il est le premier à parler de règles d'arbitre et d'entraînement, avec 200 ans d'avance. Après Mulcaster, de nombreux intellectuels parleront des bienfaits physiques et moraux du football. On peut donc constater que malgré ces interdictions, le football s'implantera plus en Angleterre, alors que dans le même temps la pratique de la soule diminue en France. C'est exact. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, la tendance s'amplifie. Tandis qu'en Angleterre, on glorifie le sport et ses bienfaits, en France, le sport est délaissé au point d'inquiéter les philosophes comme Voltaire ou Rousseau, qui s'alarment du ramollissement de la jeunesse. Au XIXe siècle, le football des rues est de moins en moins pratiqué, alors que dans le même temps, chaque école du pays, ou presque, y fait jouer ses étudiants avec ses propres règles. À Charterhouse, on joue sur un terrain dallé délimité de barrières. Il y a une soixantaine de joueurs et ça se termine souvent en de gros regroupements. À Eton, on joue au jeu du mur. Le jeu consiste à faire avancer la balle le long du mur du collège. Les deux équipes sont donc face à face et se regroupent en de grosses mêlées en essayant de faire reculer l'autre. À Winchester, sur une cour pavée, des dizaines de jeunes forment une mêlée et doivent en extraire la balle à coups de pied vers le camp adverse. L'arbitre servait aussi de poteau de but. À rugby, on met au point un jeu de football moins brutal et plus aéré que dans les siècles passés. Et curieusement, on interdit d'avancer balle en main. Quand on attrapait la balle dans ses bras, on devait reculer. Ainsi, les adversaires ne pouvaient plus avancer au-delà du point où le joueur avait réceptionné la balle. À ce moment-là, soit il tirait pour essayer de marquer, soit il positionnait la balle pour qu'un de ses coéquipiers puisse tirer. La légende veut qu'en 1823, un certain William Webb Ellis se saisisse de la balle pour foncer vers le but adverse. Une enquête menée par un journal en 1897 retiendra donc son nom comme l'inventeur du rugby, ou du moins inventeur du premier geste fondateur du rugby. Au moment de la création de la Coupe du Monde en 1987, on donnera même son nom au trophée. Cependant, plus aucun historien du sport considère ce fait de match comme la création du rugby. En 1828, Rugby se dote d'un nouveau directeur, Thomas Arnold, qui encourage la pratique du football. « Je préfère que mes élèves jouent vigoureusement au football plutôt qu'ils emploient leur loisir à boire et se battre dans les tavernes. » Dans les années 30, les règles évoluent. On a désormais le droit de saisir la balle au rebond si l'on n'est pas hors jeu. Le porteur peut alors avancer, mais il ne peut pas faire de passe. En 1946, on met pour la première fois par écrit les règles du football jouées à l'école de rugby et c'est Thomas Hughes, homme de loi et écrivain, qui s'en chargea. Le jeu se fait essentiellement au pied, mais on a désormais le droit de se saisir à la main du ballon, à ses risques et périls car on risque de finir piétiné par l'équipe adverse. Un essai est marqué lorsque le ballon passe la ligne d'un but. Ensuite, il faut essayer de transformer la balle en tirant entre les poteaux en forme de hache. Pour gagner, il faut marquer 2 essais de plus que l'adversaire. La partie peut donc être très longue et durer plusieurs jours. Dans ce jeu codifié, on retrouve 3 types de joueurs. Les avants surnommés les chiens, les demi surnommés renards et les arrières les surnommés chevaux. En 1848, Cambridge édite à son tour ses règles du football et pose ainsi les bases du football moderne. Le jeu à la main est limité au gardien, interdiction de tenir un adversaire, règles du hors-jeu, etc. Ainsi, pendant une vingtaine d'années, les ancêtres du rugby et du football vont cohabiter. En 1863, à Londres et à Cambridge se tiennent plusieurs réunions pour tenter d'unifier les sports de balle. Les débats portent sur la rudesse du football et notamment sur le hacking, des coups de pied dans les jambes pour faire tomber l'adversaire. Les règles de Cambridge, moins violentes, l'emportent sur les règles de rugby. Le 26 octobre, la Football Association est créée. L'unité ne durera pas longtemps. Le 8 décembre 1863, les partisans du jeu de rugby quittent la Football Association en disant vouloir préserver les vraies valeurs du football et notamment le combat. Le 26 janvier 1871, afin d'harmoniser les règles du rugby-football, 21 clubs se réunissent à Londres dans un restaurant. Un immigré français, Arthur Guillemard, propose d'appeler la nouvelle association Rugby Football Union, RFU. Ils élisent ensuite leur président, Algernon Rutter, et nomment 3 personnes chargées d'écrire les règles.
Le 27 mars 1871 a lieu la toute première rencontre internationale opposant l'Écosse à l'Angleterre. Et les Écossais l'emportent 12-7. Et c'est le 24 juin 1871 que la RFU approuve les nouvelles règles. Le hacking, coup de pied dans les jambes, est interdit et est remplacé par le plaquage. Le joueur au sol doit lâcher la balle, le hors-jeu est pénalisé et l'en avant est sanctionné par une mêlée. Les bases du rugby moderne sont alors posées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à Aéronaute pour sa participation. Merci à toi de m'avoir invité dans ta vidéo, mais maintenant je dois aller me regarder un match de rugby. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Vous pouvez soutenir la chaîne en partageant la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. A très bientôt et surtout, n'oubliez pas de rester curieux. Bon.